Si on parle d'aider les autres, le sujet, évidemment, pour bien des gens, il apparaît banal. Même pour moi, après-midi, je trouvais ça banal. Jusqu'à temps que tout à l'heure, il me plague au tableau et que je vois que c'est pas si banal que ça. Mais, tu sais, on est dans un développement de conscience depuis des années. Puis, je pense que les gens, ils ont réussi à éliminer la profonde spiritualité de aider les autres sans compter. Et puis qu'aujourd'hui, je pense que les gens sont rendus plus prudents dans leur façon d'aider leur environnement. Donc, conséquemment, on a moins d'illusions. Mais, juste pour passer vite sur le jeu de la spiritualité, au cas où il y aura encore des relents de votre part là-dessus, bien, une personne qui veut aider quelqu'un par principe spirituel, c'est quelqu'un qui est donnant. Elle va donner de son sang de toutes sortes de façons. Il n'y a pas juste la Croix-Rouge et les maringouins qui s'occupent de vous. Il y a toutes sortes de façons que les gens, dans des liens à caractère familial, dans les caractères social amical, vont créer une forme d'aide pour pouvoir s'attacher un à l'autre et se créer une forme de karma aussi apparent que vous êtes conscient, puis aussi subtil que vous êtes inconscient. Donc, il faut bien comprendre que le phénomène d'aider les autres, c'est un phénomène qui est aussi profond que la survie vous prend à gorge. C'est pas rare de voir des gens qui font de la motoneige et puis qui s'aident entre eux autres dans une piste de skidoo. Si vous êtes pris, comme ça m'est déjà arrivé, à 3 heures du matin, pas d'essence, puis vous avez roulé tout seul longtemps parce que vous pensez que vous êtes à l'abri des dangers, bien, vous êtes très, 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 très heureux, après 2 heures d'attente, à vous les geler, comme ils disent, de voir quelqu'un qui passe, qui dit « Qu'est-ce que tu fais là, toi, à 3 heures du matin, arrêté d'une trail? » Tu dis « Je t'attendais. Tu voudrais-tu m'aider? » Et puis la personne, si elle dit oui, parce que c'est genre, elle tient ta vie entre tes mains, parce que tu es sur le bord de pogner des grosses engelures, elle va chercher de l'essence, elle remet ça dans ta machine, et vous partez, et tu lui payes un bon snack au restaurant, puis il dit « Merci pour le snack. » Tu dis « Merci de m'avoir sauvé la vie. » Je me rappelle même pas de son nom, puis c'était quand même bien important l'aide qu'il m'a apportée, mais c'est pour faire comprendre que l'aide, souvent, est reliée fortement à des problèmes excessifs de survie et qui sont finalement des liens d'âme parce qu'il y a une attache qui est liée à ça. Ce que je veux faire comprendre là-dedans, c'est qu'il y a une aide qui apparaît comme volontaire et qui semble être un mouvement de générosité, alors qu'en réalité, quand vous voyez quelqu'un qui est sur le bord de crever, si vous n'avez pas la pulsion d'aider, c'est parce que vous êtes vraiment pas spirituel. Et puis, c'est un je me moi, un égocentrisme particulièrement, on va dire, sadique dans ce cas-là. Et si vous aidez, c'est parce que vous n'êtes pas bien avec l'image que ça va vous créer de vous-même de ne pas aider. Donc, l'aide, il y a quelque chose de très émotif et de très réflectif au niveau de l'image quand c'est vécu au niveau de l'âme. Et il y a des gens que, pour eux autres, pas aider, c'est un non-sens. Alors que pour d'autres, aider, faut que ça s'inscrive dans une stratégie. Je vais parler un petit peu plus loin, là, le phénomène de l'aide puis les stratégies de l'ego. Puis vous allez finir par comprendre que tout ce qui se vit au niveau de l'âme, c'est toujours stratégique, même si c'est spontané. Mais que, quand ça vient de l'esprit, c'est libre. Donc, quand vous allez aider quelqu'un sur la base de l'esprit, c'est une expression de l'esprit qui vous commande de vous exécuter dans un mouvement gratuit. C'est comme tu sors 25$ de tes poches parce que le gars il est sur le bord de la rue pour X raison puis il a besoin de cet argent-là pour se sauver à peau. Je vous donne mon exemple. Quand j'étais dans le trail de skidoo, dans le sentier de motoneige, puis que j'avais pas d'essence à 3 heures du matin, puis qu'il commençait à faire sérieusement froid, la personne qui a arrêté, c'est pas elle qui a décidé d'arrêter. C'est les forces qui l'ont envoyé pour venir me donner du gaz. Parce que le gars, il dit, je sais pas ce qu'il m'a pris. Il dit, à minuit, j'ai décidé de partir sur une ride. J'ai dit, moi avec. Puis, on est sur semaine, là, on n'est pas en fin de semaine. Puis là, j'étais réellement pas perdu, puis je savais où je m'en allais, mais j'étais réellement dans le champ, là, à pleine lune, heureusement. On voyait plus clair, on voyait devant nous autres. Puis le gars est passé, ça faisait déjà quand même 1h30, 2 heures que je commençais à me les geler. Puis j'avais pas de gaz dans la tank, puis j'avais réellement oublié de le faire.
Puis les forces ont envoyé le gars. Il dit, je n'étais pas supposé passer par ici. Il dit, je trouve que c'est une trail trop perdue, ça. Fait qu'il a passé par là, des petites trails. Moi, j'étais dans une petite trail perdue. Et ceux qui ont fait de la motoneige, c'est des boulevards, puis il y en a d'autres, c'est des petites trails. Mais moi, j'étais dans une petite trail perdue. Fait que le gars a passé, pas sur le boulevard, mais dans une petite trail. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que l'aide, qui est pulsée par l'esprit, c'est un commandement des forces pour vous faire faire quelque chose. Important de comprendre ça. Vous n'avez pas le choix. L'ego peut penser qu'il y a le choix, mais il n'y a pas le choix. OK? L'aide qui est spirituelle, qui vient de l'âme, c'est une stratégie de l'ego et vous avez l'impression que vous avez le choix. Il est dans votre impression d'ego une pulsion de libre arbitre. Je le fais-tu, je le fais-tu pas? Quand vous êtes capable d'hésiter sur un aide à donner, ça ne vient pas de l'esprit. Ça vient de l'âme. L'âme discute avec sa logique, l'argumente avec sa logique, si elle va aider ou si elle n'aidera pas. Ça, à ce moment-là, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que si c'est un aide qui vient de l'esprit, c'est un mouvement de libération qui en découle. L'autre, la stratégie, elle va créer une attache. C'est pour ça que je dis tout le temps, un cadeau, c'est une dette. Fait que si vous êtes si une personne est dans un processus stratégique, même si c'est inconscient, si c'est inconscient et qu'elle a des attentes, c'est automatiquement une attache. Donc ça, c'est un mouvement d'aide qui vient de l'âme. Conséquemment, ce type d'aide-là, c'est pas qu'il n'est pas valable, mais c'est l'équivalent d'aller aller chercher une hypothèque pour s'acheter une maison. C'est l'équivalent d'aller se mettre une dette avec une banque. C'est l'équivalent de quelque chose qui, je te donne ça si tu me donnes ça. Là, à ce moment-là, l'individu qui vit ce type de stratégie-là, il faut toujours qu'il soit conscient de l'échange. Quand vous êtes dans des rapports humains standards, que ce soit d'ordre familial ou social, ça n'a pas d'importance, vous devez toujours avoir un œil sur cette affaire-là. Moi, le gars, quand il arrivait dans le trail, il n'avait pas de stratégie. Il n'était pas venu pour m'aider. Il a vu qu'il fallait qu'il m'aide, sans ça, je crevais. Comprends-tu? Fait que, zéro stratégie. Il y a zéro mémoire collée à ça. Tout ce qu'il peut dire, c'est j'espère que si moi ça m'arrive, ça va se passer comme ça. Là, parce qu'il est confronté à une horreur possible. Style, le gars crève dans la trail. Puis il se dit, si ça m'arrive un jour, j'aimerais ça que quelqu'un m'aide. Donc, l'âme, elle va être stratégique, dans le sens qu'elle va essayer de profiter d'une situation de faiblesse pour pouvoir engager un échange qui devient à ce moment-là forcé, parce que l'aide en question, elle est liée à de l'impuissance que quelqu'un vit. Mettons qu'elle a vu une forme d'impuissance à régler son problème avec, pas Serge, mais Claude, pour une question de discussion de quelque chose. Puis moi, je sais quoi dire à Claude pour que lui, il laisse tranquille. Si je le fais spontanément, parce que là, je vois que c'est tout de suite, il faut régler ça, c'est de l'aide. C'est l'esprit qui me commande d'aller vers la personne pour endiguer une problématique. Si je laisse ma carte, puis je dis, écoutez, si vous avez des problèmes, vous viendrez en consultation, ça, c'est de l'âme. Comprenez-vous? Là, tu vas dire, wow, mais Chris, on ne travaille pas pour rien dans la vie. Ah, ça, c'est de l'âme. C'est de l'âme. Tu ne travailles pas pour rien, Chris, dans la vie, là, ça, c'est de l'âme. Je n'étais pas obligé de le faire. C'est tout de l'âme. Parce que l'âme, elle va calculer. Il y a une stratégie. Donc, il y a une attache. Fait qu'elle va chercher un salaire sous une forme quelconque. Tandis que dans de l'aide, il y a une liberté. La personne n'est pas dans une prison. Si tu ne me donnes pas ça, c'est pas ça, pas. Fait, il faut toujours que vous soyez capable de démêler ça. Ça, c'est 98% de la planète. Ouf, 99. Pour ceux qui écrivent pas, c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec mes chiffres. On va checker, voir. Non, il ne veut pas. 100%. Ce qu'on cherche, c'est être capable d'être libre. On est dans une société où être spontané, c'est très difficile. Parce que tous nos comportements sont comme prémâchés par une psychologie de marketing. Fait que les gens sont placés dans des relations avec du monde, avec des conditionnements qui viennent du cinéma, du film, de Hollywood. Toute notre école, toute notre université passe par Hollywood.
qu'on cherche à créer des rapports avec les gens où il y a de l'espèce de, on appelle ça de l'équité. On est équitable avec les autres. Ça va d'un couple, évidemment. Puis, tu sais, gars, la plus grande manigance que tu ne peux pas avoir dans la société, puis sur lequel moi j'embarque, je suis d'accord avec ça, c'est le rapport homme-femme. Par naissance, l'homme est un élément dominant, puis la femme, par essence, c'est un élément de support. Comment qu'un support peut vouloir être un élément dominant? Voyons, ça ne marche pas. La société installe, parce que c'est bon économiquement, une division qui fait que le support veut être dominant, puis le dominant doit laisser un peu le support dominer. OK? On est d'accord que ça se passe de même dans la société? C'est une stratégie politique qui permet d'avoir 2 loyers, 2 autos, 2 goûts de consommation, puis ça multiplie la consommation. Tu prends un élément dominant respectueux, non pas un élément dominateur, mais tu prends un élément dominant respectueux avec un élément de support, ça va très bien. Il y a des femmes qui sont très, très heureuses d'être avec des éléments, des hommes qui ont beaucoup d'autorité, qui prennent leurs responsabilités, puis qui respectent. Ça, c'est la voie naturelle des choses. Mais la société étant ce qu'elle est, puis on est dans une fin de cycle, ben, l'élément de support, on l'a poussé à être un élément dominant. Puis il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'être dominants parce qu'ils n'ont pas ça naturellement. C'est des éléments de support naturels. Fait qu'ils se voient obligés de développer des stratégies comptables, des stratégies légales pour que si l'élément qui est dominant, naturel, pour garder sa dominance, il est obligé d'être dominateur, puis que là, ça ne soit pas endurable pour l'élément de support qui développe de la dominance, parce que là, ça fait 2 mâles dans la même maison, ça fait une femme et un homme, mais je veux dire, ça devient 2 éléments mâles dans la même maison, pour que l'élément, à ce moment-là, support, crée stratégiquement un équilibre dans la rupture de l'échange, qui serait, exemple, la moitié de la maison, la moitié de l'auto, la moitié de quelque chose. Vraiment que la moitié d'une auto, ça peut faire une Smart. Puis ça donne stratégiquement à l'homme un moyen de s'attacher et de se détacher d'une façon logique et intellectuelle, et d'une façon que la société accepte par le biais de la cour légale. Vous me suivez? Tandis que tu prends, on va dire, l'esprit, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Les gens sont confrontés à un problème quelconque, puis là, dans la relation, ils ont à établir qu'est-ce qui est le plus avantageux pour la construction des 2 personnes, d'être l'élément dominant et l'élément de support. J'applique beaucoup l'élément dominant et non pas dominateur. Dominant, ça veut dire que la personne est en autorité pour faire quelque chose, puis qu'il y a certains avantages qui peuvent apparaître dans sa dominance pour la construction du partnership qu'ils ont, c'est-à-dire de l'effet couple qui donne une capacité de bien structurer l'échange pour arriver à avoir un bien-être dans leur intimité. Et ça, évidemment, quand il y a 2 éléments dominants dans une relation, c'est très, 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 très difficile d'avoir une espèce de consensus. Puis ça établit inévitablement des rapports de force. Moi, j'ai jamais vu un couple où les 2 éléments étaient dominants que ça allait bien. C'est impossible. Il faut toujours qu'il y en ait un, à un moment donné, qui lâche sa dominance, puis qui tombe en mode support, mais c'est parce que c'est pas trop clair où est-ce qu'un faut qu'il arrête, puis l'autre qui commence. Okay? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens seuls, puis c'est pour ça qu'il va y avoir de plus en plus de gens seuls, parce que tout le monde est obligé de trouver une dominance pour survivre. Alors qu'avant, la dominance, c'était comme prendre des cours, puis avoir une raison, puis un point de vue, mais là, on n'est plus assez confortable avec le point de vue, parce que si le point de vue n'est pas payant, puis s'il n'est pas axé sur un rendement, puis une performance ou une efficacité quelconque, le point de vue à ce moment-là n'a plus de valeur. Fait que les gens sont obligés de s'impliquer un petit peu plus dans la forme, conséquemment d'être dominants autant du côté de la femme que de l'homme, puis ça crée des pressions épouvantables dans le couple. Puis là, à partir de là, ce qui était une suggestion intelligente de l'élément de support, l'élément de support, en voyant qu'il n'y a pas assez de crédit dans la société versus la personne avec qui il y a dominance dans le couple, il va se dire, j'ai bien du crédit avec mon mari, mais quand j'arrive en société, je suis la femme de. Fait que j'ai pas le goût d'être la femme de, je vais être moi, puis être moi, ça veut dire que j'ai mon autorité, puis mon autorité, il faut que je la forme, que ça soit concret, sans ça, les gens ne me donneront pas de valeur, j'aurai pas
la capacité de me faire valoir, puis ces choses-là. Fait que là, la personne qui était un élément de support devient comme dans une volonté d'être un élément de dominance pour pouvoir se mettre en échange avec un facteur social, alors que son élément de support favorisait plutôt une intimité puis une vie privée. Fait que là, l'autre qui est un élément dominant naturel se voit tasser puis est obligé de se placer en situation de support. Mais tu te places en situation de support si tu as la vibration pour ça. Si tu n'as pas la vibration pour ça, tu as de l'air de quoi, toi, là? Tu as de l'air de quelqu'un qui boite. C'est boiteux, ton comportement de support. Tu as de l'air du gars qui se tait pour laisser parler sa femme. Puis si ta femme n'a pas raison, tu l'endosses pareil, parce qu'il ne faut pas que tu l'aides en face en revenant quand tu viens chez vous. Parce que c'est bien beau de dire devant tout le monde, « Chérie, tu ne devrais pas dire ça, c'est pas vrai. » Check le bonhomme, il n'y aura pas trop de libido le soir, je te jure. Fait que, à cause des conséquences, ben là, il dit, ma femme a raison, puis il sait très bien qu'elle n'a pas raison, puis il back ça, là. Une manière de relation à saute, parce que tu peux plus fournir une construction souterraine à quelqu'un qui s'expose toujours publiquement. Puis quand les deux éléments de la relation s'entraident pour apparaître publiquement, ben c'est sûr que ça va faillir en quelque part. Il y a des comportements, des traitements, il y a des traits de personnalité qui vont sortir comme étant une faille. Puis là, ben le couple, il n'y a plus de raison d'être. Il est obligé de se trouver des supports à travers les amis ou à travers des éléments de gens qui vont avoir un caractère plus silencieux que ce que le couple vit en public. Fait que ça s'aide plus, là. Ça devient une stratégie. Là. Stratégie où le port d'attache... Fait que l'esprit t'indique des choses, puis elle t'oblige à des choses. Fait que quand tu vas aider, puis dans ce temps-là, quand tu fais ça de l'aide, puis que c'est passé par de l'esprit, ça libère. Tandis que quand c'est de la tâche, puis de t'aide, l'évolution d'un individu dans de l'aide qui vient de l'esprit, ça lui donne conscience de son lien sur les plans, donc de l'alliance qu'il y a avec la personne. L'évolution de l'aide que vous avez au niveau de l'âme, donc avec l'ego, ça vous donne conscience de la démarche psychologique de l'individu à votre égard et de vous à son égard. Fait que si quelqu'un dit « je t'aide, mais c'est 23% par semaine », ça, vous savez que vous avez affaire à un Shylock. OK? Puis si vous avez de l'aide de quelqu'un qui vous dit « je te demande juste 7%, bien là, vous savez que la personne a fait des placements qui sont meilleurs que chez ING ou la Banque canadienne nationale. C'est une façon, il va avoir une façon de gérer ce rapport avec vous autres qui est mécanique, donc dans un processus d'âme standard. Si tu demandes de l'aide à tes parents, tu vas avoir la mesure de ce que le parent pense qu'il est parent, puis la mesure de où est-ce qu'il commence à se détacher de ce qui n'est pas parent. Un enfant qui demande de l'aide à ses parents a toujours la mesure de son rapport avec son parent. Plus le parent est en hémorragie, plus c'est long à l'enfant de se détacher du parent. Êtes-vous capable de voir ça? Moi, si je me mets en mode aide avec mon gars, puis qui est rendu à 35-40 ans, il n'y a pas de fond. Quand est-ce qu'on sait qu'on fait un mouvement de l'esprit? C'est quand on n'a pas d'attente. Puis on sait qu'on n'a pas d'attente si on n'y pense plus. Fait que si vous faites des mouvements que l'esprit vous fait faire et que ça vous impressionne d'avoir fait ce mouvement d'aide-là, bien, cette impression-là, ça va être le matériel que l'astral va se servir pour vous créer de la tâche. Me suivez-vous là-dessus? Si vous êtes impressionné par le geste d'aide que vous faites, c'est stratégique automatiquement. Parce que ça veut dire que vous cherchez à aider pour vous libérer d'une impression. Fait que vous faites de l'aide. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dirait, moi, Daniel, je vais t'aider, mais la personne vit beaucoup, beaucoup d'impressions vis-à-vis de mon personnage, puis elle va vouloir m'aider pour se libérer de l'impression qu'elle a de mon personnage. Fait que c'est un mouvement de l'âme, ça, là. Fait qu'elle va vouloir que je vive beaucoup de reconnaissance à son égard, que j'ai beaucoup de sentiments à son égard, puis elle peut aller bien, bien loin dans l'aide jusqu'à me créer des attaches, me faire penser que
faut que je sois lié avec, là, à la vie et à la mort. Ça suit? Fait que là, vous êtes mieux de vous engager sur un deal d'affaires que sur une affaire d'aide. C'est aidez-vous à vous sortir de la survie matérielle, aidez-vous dans le sens, mettez-vous en process ou en procédure, si vous aimez mieux, pour pouvoir composer avec une dynamique de travail, une dynamique qui est bien articulée, puis qui a des contrats clairs. Moi, j'avertis tout le temps les gens quand ils s'engagent dans des relations où il y a beaucoup d'émotions et de sentiments, faites des contrats clairs. Parce que si vous ne faites pas des contrats clairs, vous allez vous emmurer dans une déception épouvantable. Tu sais? Parce que c'est style, m'a faire ça parce que je t'aime bien, là. Le monde a de la misère à s'aimer eux-mêmes. Comment tu veux aimer quelqu'un, toi, là? Commence donc par t'aimer, là, en faisant quelque chose que toi, tu te donnes une réelle mesure de ton équilibre, puis ton efficacité, puis ta structure de travail, ça va aller. Mais tu sais, si tu es dans une position où tu fais des choses pour les autres, pour t'aimer, ben, c'est comme le monde qui font du bénévolat, puis qu'au bout de 20 ans, ils vont demander un salaire. Écoute, tu as fait du bénévolat, si c'était ça ton contrat, ne demande rien, là. C'est une école, ça, le bénévolat. Tu vas là pour aller chercher une sorte d'université sur le terrain. Tu es bénévole pour apprendre. Tu n'es pas bénévole parce que tu es généreux. Il n'y a personne d'assez généreux pour penser qu'il fait du bénévolat sans avoir à quelque part une petite arrière-pensée de vouloir contrôler du monde puis de dire, ben, je suis pas content qu'elle s'en aille parce que là, ils ont plus peur de perdre parce qu'ils n'ont pas de salaire. Fait qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'il n'y a pas de pénalité sur le plan économique, sur le plan d'une image quelconque, qui, sans s'en rendre compte, vont créer des liens avec des gens émotionnellement ou karmiquement. Puis qu'ils pensent qu'ils ont aidé, ils n'ont pas aidé. C'est pas parce que tu n'as pas de salaire que c'est de l'aide. Parce que tu peux aider à travailler puis tu es payé pour. Moi, j'aide plein de monde puis je suis payé pour. Pourquoi je sais que j'aide quelqu'un? C'est parce que j'ai pas d'intention vis-à-vis de la personne. Elle vient s'asseoir devant moi, me conte un problème, puis ça me jase de ce qu'il y a à dire. J'aide parce que ça vient de l'esprit. Je suis payé parce qu'il faut que je paye mon loyer. Comprenez-vous? Tandis qu'il y a des gens, ils vont dire, ben moi, comme je prends pas de paye, je peux dire n'importe quoi. Ben, je suis pas de même. C'est du pouvoir que tu vas chercher. C'est ça ton salaire. Tu cherches à dominer ton environnement, puis parce que tu n'es pas payé, tu penses que tu es généreux. Ça n'a aucun rapport. Fait que l'évolution de l'aide dans le monde, si on la regarde d'un point de vue strictement politique, ça a un bout. Quand est-ce que le Canada est intéressé d'aider les États-Unis? Les États-Unis ont demandé un appui pour la guerre en Irak. Quand on sait comment ça va dans l'armée canadienne, je commence à comprendre pourquoi Chrétien a dit non. Au début, je ne comprenais pas, mais quand j'ai vu les histoires de sous-marins qui étaient tout rouillés, puis là, j'entends parler que les soldats canadiens, il faut qu'ils demandent un pouce aux Américains pour se rendre dans les pays qu'ils vont parce qu'ils n'ont pas d'avion pour. Le Chrétien n'a pas dit non à Bush parce qu'il ne voulait pas faire la guerre, c'est parce qu'il était carrément pas capable de la faire. Il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de mesures, il n'y avait pas d'hélicoptère qui se tenait debout, puis les tanks sont en train de rouiller. Puis, tu sais, il pas d'armée. Il n'y a pas d'armée parce qu'ils n'ont pas mis d'argent dedans. Fait que les autres, ils disent on veut avoir de l'aide. On te donne de l'aide si tu es capable d'en avoir. Fait que c'est purement stratégique. L'aide, ils vont fournir des médecins, puis des cibles, des ça, puis après ça, ils vont dire qu'au Québec ou au Canada, on manque de médecins. Qu'est-ce que tu envoies là-bas? Tu envoies tous ceux qui ne veulent pas travailler ici. C'est évident, ça, là. C'est comme dans l'armée américaine. Ils n'envoient pas les fils de riches, hein? Ils envoient tous ceux qui sont dans la pauvreté. Fait qu'ils s'en vont à Harlem, là, ils disent, toi, tu vas dans l'armée, toi, tu vas dans l'armée, toi, tu vas dans l'armée. C'est purement stratégique. Puis le pays dit, on va aider les Irakiens à se donner une démocratie, on va aider. Puis quand on fouille un peu, vous nous devez tant de milliards en pétrole, puis vous nous devez ci, puis vous nous devez ça. Pas d'aide là-dedans, là. Pas d'esprit, ça, là. Est-ce que c'est facile d'aider, vu cet angle-là? Je pense que c'est plus facile d'être naturel, puis de savoir qu'on n'est pas aidant. Parce que pour aider, il faut être fort. Il faut admettre qu'on est réellement faible, puis qu'on est stratégiquement porté à chercher à aider des gens qui peuvent nous aider. Soyez francs. Vous voulez définitivement aider quelqu'un qui peut vous aider. C'est plus facile d'aider un voisin riche qu'un voisin pauvre. Soyez honnête.
À moins que vous soyez dans un syndicat. On va dire, on va aider les pauvres pour qu'ils se soulèvent un jour. OK? Il faut avoir beaucoup, beaucoup d'esprit pour faire des gestes de générosité. Vous êtes loser en partant. Ou vous êtes né de même. Vous êtes né généreux. Vous êtes toujours du côté de ceux qui vont perdre. OK. Moi, j'étais bon au hockey quand j'étais petit gars. Fait que quand je voyais une équipe qui était plus faible, j'embarquais dedans. Au début, je pensais que j'étais généreux. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'aimais ça, aller me battre avec ceux que je savais qui étaient de mon calibre, parce que c'était plus facile d'être dans l'équipe adverse pour se mesurer que d'être dans la même équipe qu'eux autres. Parce que là, j'avais pas de mesure de moi-même. La lumière est toujours plus lumineuse dans le noir que de la lumière avec d'autres lumières. Tu mets 10 lumières ensemble, qui est-ce qui illumine le plus? C'est difficile. Mais quand tu es une lumière avec un paquet de chandelles, c'est sûr que c'est toi qui allume. Hein? Ça m'a pris des années à comprendre que c'était purement par orgueil que je me mettais avec les plus faibles. Il y en a comme ça. Ça te donne une mesure de ton invincibilité, voilà ça. Tu sais. Si tu réussis avec une équipe de faibles à battre une équipe de fortes, c'est pas les faibles qui ont gagné, c'est toi qui as gagné. Hein? Tu étais plus fort que toute l'autre équipe. Parce que les autres, tu étais là, c'est juste pour arrêter la rondelle de temps en temps. C'est encore un autre game de langue. On est-tu vraiment généreux en bout de ligne? Une femme a dit, moi, je suis généreuse avec mon homme. Tout ce qu'il veut, j'y donne. Si je voudrais avoir le bill à la fin, moi, là. Tu lui donnes tout. Ouais. Jusqu'à temps que tu tombes malade. Même s'il peut t'en faire crever. Si tu me dis oui, même si je peux en crever, c'est parce que t'es carrément dépressif. Viens en consultation, il faut que je te remonte. Pas capable de dire non parce qu'elle se fait battre 2 côtes de cassé, ou elle n'a pas d'identité, puis elle plie d'un genou. Il y a une limite à être soumise. Là. Même chose pour un gars, il y a des gars qui sont soumis. Avec la beauté d'un couple, c'est de jamais être sûr qu'il y en a un qui domine. Mais que les deux sont dominants. Ils sont tous les deux en autorité. Puis ils s'aident pour toujours garder cette égalité-là. On a toujours tendance, c'est naturel, à aider ce qui va nous aider. Même si on ne s'en rend pas compte, on aide tout le temps ce qui va nous aider. C'est comme faire une espèce de paiement dans la banque pour un régime d'épargne enregistré de retraite. Oui. C'est pour ça que je vous dis, c'est très difficile d'aider et de le faire en esprit. Parce qu'en esprit, il n'y a pas de... Bon, évidemment, quand on a parlé pendant aussi longtemps de stratégie et de l'égoïsme quasi inévitable de l'ego, et qu'on dit que seul l'esprit est généreux, on finit par se demander si c'est possible d'aider les autres et de ne pas faire intervenir l'ego. Bon, d'un principe simple, c'est que les gens qui ont un karma ou qui ont une programmation pour aider les autres n'ont pas à s'inquiéter de penser une stratégie. Ils ont la pulsion, la motivation karmique d'être dans un rapport de support avec l'environnement. Et quand on parle de karma, ben évidemment, on parle de ce mouvement qui est à la fois inévitable, qui n'est pas pensé nécessairement et qui se développe au fur et à mesure qu'il y a des prises de conscience liées à des déceptions qui vont emmener l'individu à se détacher de ce rapport, disons, un peu d'esclavage, finalement, face à son environnement, qui le place en autorité ou en rapport avec le fait d'aider les autres. Quand je dis en autorité, c'est que souvent, pour aider les gens qui sont karmiquement liés au phénomène de support, sont des gens qui ont besoin d'une autorité pour pouvoir être capables d'avoir un rapport, je dirais, utile avec leur environnement. Donc, ce qui est à comprendre, c'est que pour les gens que c'est naturel d'aider les autres, il y a comme une programmation karmique qui leur permet
de ne pas penser stratégie. Donc, techniquement, ces gens-là vont organiser leur vie selon des événements que la vie leur présente, ce qu'on appelle des opportunités, des courants d'expérience qui sont nécessaires pour leur permettre d'aller vraiment à fond là-dedans. Je pense, exemple, aux médecins, surtout des gens comme des médecins sans frontières, les gens qui sont dans le médical et qui s'en vont dans d'autres pays pour vraiment faire des œuvres humanitaires. C'est des programmations, c'est des karmas. Donc, ces gens-là aident beaucoup, mais ils n'ont pas nécessairement le moyen d'échapper à cette programmation-là. Donc, ils ne peuvent pas dire dans le courant de leur vie, non, je le ferai pas. C'est une pulsion réellement profonde, c'est quelque chose qui est une dictée dans leur incarnation et qui se fait, je dirais, pratiquement naturellement. Bon, s'il n'y a pas d'effort, est-ce qu'il y a du mérite? Parce que ça, c'est la question qui va ensemble. C'est sûr que quand on a une Mère Teresa qui est canonisée, qui est reconnue comme une sainte, quand on a des gens qui reçoivent des médailles d'honneur de leur pays parce qu'ils ont fait réellement un travail au-dessus de la norme, on ne peut pas faire autrement que de reconnaître que c'est des âmes qui ont fait évoluer beaucoup de gens et qui ont eux-mêmes été très évolués dans leur aide avec les autres. Mais je reste quand même collé à l'idée que c'est des gens qui n'avaient pas le choix de faire ça. C'est des personnes qui avaient une programmation karmique de le faire. C'est à ce niveau-là impossible de penser qu'on aide les autres de façon stratégique dans cette dynamique-là. Donc, il faut bien comprendre que si c'est des êtres qui sont reconnus ou qui sont perçus comme étant au-dessus de la norme, ça ne veut pas dire qu'on peut imiter leur vie. On peut pas dire, moi, je veux faire comme lui. À moins d'être soi-même lié à une dictée karmique, une dictée de programmation qui nous pousse à cette aide-là vis-à-vis des gens. Si un ego dirait, moi, je veux vivre ça, je veux aider les autres, rentrer dans une mission, j'ai l'impression qu'il se placerait dans une initiation. Parce que les gens qui sont programmés ont les difficultés de leur programmation, mais ont aussi le support qui est collé à leur programmation. En d'autres termes, pour, un médecin qui s'en va en Afrique pour aider les gens qui ont le sida là-bas, il y a à la fois la motivation et il a aussi karmiquement une protection contre la maladie, contre les éléments qui vont être infectés dans leur milieu. Que ce soit des gens qui sont à l'ONU puis qui sont mandatés pour aller assurer la paix d'une façon militaire dans d'autres pays, c'est ceux qui sont à risque, mais dans leur mission, ils ont aussi la programmation d'être substantiellement protégés. Tandis qu'un individu qui voudrait égoïquement, comme je l'ai mentionné, se placer dans ce rôle, sans nécessairement avoir une programmation pour ça. Je sais pas, vous avez une programmation pour être comptable, puis il vous vient l'idée d'aider les autres, puis là vous dites, moi je veux aller faire un travail dans des régions défavorisées. Il y a des grosses chances qu'ils vivent une grosse initiation pour qu'ils comprennent qu'il n'est pas nécessairement né pour vivre ça. C'est sûr que c'est pas mauvais, parce que c'est sûr que s'il le fait, il y a quand même quelque chose dans sa vie qui lui permet de goûter à une expérience que lorsqu'il va revenir de l'expérience, ça va créer beaucoup de changements, beaucoup de mutations dans son être. Mais c'est quand même pas, il n'est pas marqué pour faire ça. Prenez une personne qui est mannequin, prenez une personne qui est dans le cinéma, puis changez-lui son rôle de vie. Je pense à Angelina Jolie, qui est une actrice qui est très connue, et puis qui s'intéresse aux pays défavorisés, la Thaïlande, ces choses-là. Il y a dans son œuvre qu'elle veut faire pour les gens défavorisés, il y a quelque chose d'extraordinaire, mais ça reste quand même que sa fondation mentale, émotionnelle, c'est le cinéma, c'est le spectacle, c'est l'entertainment, le divertissement. De vouloir vraiment se consacrer à ça à plein temps, probablement que là, à ce moment-là, elle se mettrait dans une initiation, puis elle n'aurait pas les supports qui vont avec les gens qui sont vraiment karmiquement nés pour ça. Bon, là, vous allez me dire, est-ce qu'on choisit? Pas vraiment. On a des pulsions, puis c'est là que ça devient intéressant, c'est que il faut bien savoir, quand on est dans un processus d'aide, il faut vraiment savoir si c'est une pulsion profonde qui déborde de nos proches, donc qui va plus loin que la famille puis les enfants, ou si c'est une pulsion qui est un sentiment de culpabilité de ne pas avoir aidé notre environnement. Il y a des gens qui se sentent coupables de ne pas avoir eu de famille, de ne pas avoir eu d'enfants. Il y a des gens qui se sentent coupables
pour quelque raison que ce soit, parce qu'ils trouvent que le caractère ou le tempérament est extrêmement égoïste ou égocentrique. Puis à un moment donné, ils font des prises de conscience, puis ils se disent, moi, il faudrait que je corrige ça, parce que je suis un monstre, je suis un élément là qui est réellement pas généreux dans la société. Puis à un moment donné dans leur vie, là, pendant 1 an, 2 ans, ils vont faire des gestes civiques, sociaux, qui ont un certain impact pour leur propre image personnelle. Mais ça, on peut pas parler de programmation. On parle simplement de rebalancer certains états négatifs ou certains états émotifs qui ne sont pas à l'avantage émotionnel ou mental de la personne, qui se rebalancent dans un mouvement de générosité. Mais c'est une générosité qui sert simplement à rétablir un équilibre dans la vie personnelle des gens. À quoi on reconnaît ça? On reconnaît ça par le côté temporaire. Une personne qui a une mission, sa vie est consacrée à une attitude ou à un état mental d'aider les autres. Un homme d'affaires, c'est pas sa fonction d'aider les autres. Lui, c'est plutôt de faire de l'argent, puis en faisant de l'argent, ça fait une dynamique dans la collectivité au niveau économique, à faire circuler des masses monétaires qui demandent d'être extrêmement denses, donc extrêmement égocentriques. Puis les gens qui sont très, très denses sont en général très, très égocentriques. Et à ce moment-là, ces gens-là ont une fonction sociale par la bande, comme on dit. C'est-à-dire c'est pas une intention qu'ils ont, ils se sentent pas habités par une mission. Je pense à des gars comme Bill Gates. Il aimait l'informatique, puis à un moment donné, il a aimé faire quelque chose de majeur au niveau de l'informatique parce que la vie lui a permis de le faire. Fait qu'il y a eu une mission, mais c'était pas originalement une idée de sa personne d'être en mission pour mettre l'informatique sur le plancher, comme on dit. C'est l'est devenu avec tous ces conseillers qui ont dit, là, il faut vraiment, au niveau marketing, pousser ça à la limite. Mais fondamentalement, il a plus été dans le sens de la structure monétaire et matérielle. Mais on peut avoir à aider les autres parce que ce qu'on fait pour soi, on le fait pas pour les autres, mais on le fait pour soi, ça aide. Ça, c'est à regarder comme ça, il y a beaucoup de gens qui aident beaucoup de gens. Mais il y en a qui ont vraiment l'intention d'aider les autres parce que c'est dans leur programmation, puis il y en a d'autres qui aident les autres simplement parce que c'est une conséquence de leurs activités. Quand vous regardez ce que ça fait, vous n'avez pas à vous inquiéter des résultats. Que vous le vouliez aider les autres ou que vous soyez un élément qui, par accident, aide les autres, ça change rien. L'acte est posé, l'acte se fait, tout est marqué. Donc, vous êtes dans une vie où vous êtes un pion que des forces occultes utilisent pour être placé dans un endroit, soit que vous en êtes conscient parce que vous avez une motivation karmique, ou soit que vous en êtes inconscient puis vous êtes utilisé de toute façon. Donc, il faut bien comprendre que l'évolution d'un être, dans le sens d'être utile pour l'environnement, c'est une évolution qui se fait selon des courants de pensée qui demandent à être, équilibrés ou balancés pour l'individu. Et éventuellement, ils se tournent vers une collectivité. Il y a des gens qui, à cause de leur dimension karmique, se sentent liés ou obligés à la collectivité, mais la collectivité peut les vampiriser jusqu'à ce qu'ils vivent, eux, une grande déception et en viennent éventuellement être égocentriques. Au même titre que celui qui est très égocentrique peut éventuellement, avec des chocs de vie personnels, émotionnels, affectifs, en couple, en famille ou quoi que ce soit, peut vouloir à un moment donné avoir un rôle, créer une fondation, exemple, ou créer quelque chose de collectif pour se libérer d'une mauvaise image qu'il a de lui-même à une étape X de sa vie. Donc, avec tout ce que je viens d'expliquer, c'est très important de comprendre qu'on n'a pas le contrôle de notre vie et que ce soit karmique ou qu'on ait à un moment donné une révélation sur notre cheminement pour pouvoir vivre l'affaire d'aider les autres. Ce qui est à comprendre en final, c'est que peu importe que vous ayez une position consciente ou inconsciente de votre état et de votre cheminement vers les gens, la manipulation que vous avez de vos pensées va toujours vous placer dans une zone pour équilibrer ce que vous êtes. Soit que vous êtes excessivement concentré sur votre petit jeu, votre personne, et puis qu'éventuellement, on vous libère en vous mettant plus en rapport avec la collectivité, ou vice-versa. C'est toujours un jeu de force occulte. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir des intentions, et vous pouvez ne pas avoir d'intention puis arriver au même résultat.
Et ça, c'est très important de comprendre que vous n'avez pas à vous obliger moralement à penser aider les autres. J'ai vu des gens qui faisaient beaucoup d'argent puis qui étaient nés dans une famille quand même relativement pauvre ou aisée, mais relativement, dans le sens que c'était pas le Pérou, là. Et puis ils se sentaient coupables. Ils se sentaient coupables parce que leur collectivité ne bénéficiait pas des mêmes ressources. Et là, ils disaient, je vais aider ma famille, je vais aider mes amis, je vais aider. C'est touché, ça, parce que ça répond simplement à des systèmes de valeurs, de solidarité. Et puis, j'ai souvent dit, les pauvres, leur richesse, c'est la solidarité. Et puis, les riches, c'est d'être dans une stratégie de profit et d'intérêt. Ça revient au même, vous savez, parce qu'être solidaire, c'est encore une question de profit et d'intérêt. Puis pour le riche, si il est solidaire des gens avec lesquels il a des profits ou des intérêts, on pourrait dire qu'il est solidaire, mais que ses raisons ne sont pas émotionnelles, ne sont pas affectives, sont calculées. Alors que dans les milieux, disons, défavorisés, il y a un calcul de toute façon, mais c'est plus voilé, c'est plus caché. Et là, les gens s'entraident parce qu'ils sentent une obligation de s'entraider, au même titre qu'un homme d'affaires peut se sentir obligé de sauver une compagnie, parce que si la compagnie s'effondre, toute sa fortune s'effondre. Donc, c'est très, très relatif, cette impression d'avoir un rapport avec les autres ou un rapport avec les gens qui est volontaire. Ce que je veux mettre ici en relief, c'est que vous vouliez ou vous vouliez pas, ce qui a à se faire va se faire, et vous allez être un outil pour qu'un événement qui aide se fasse. Si vous comprenez que tout est marqué, que tout est une question de destinée, que ce soit pour la personne qui est stratégique ou la personne qui se sent comme dans une envolée spirituelle ou une envolée philosophique quelconque pour aider les gens, ça tourne quand même autour du fait qu'il y a comme une sorte d'obligation psychique à répondre à une alliance ou à répondre à une association avec l'environnement. Et que dans la mesure où l'individu est capable de saisir que s'il est capable, exemple, d'être assez conscient pour attendre qu'un événement l'associe avec un groupe de personnes ou avec une autre personne, il va se rendre compte que de l'énergie, lui, quand il est canal ou il est capable de disposer d'une certaine ressource qui peut se mettre en échange, s'il attend qu'un événement se place pour qu'il puisse se mettre en échange, il attendra pas pour rien. Il va toujours se produire quelque chose à un moment donné qui va le placer dans un mode d'échange avec son environnement et ça va aider l'environnement et l'environnement va l'aider lui-même à libérer une ressource et à explorer ou exploiter une ressource qu'il a. Au même titre que lui va être en mesure d'exploiter une ressource de son environnement. Ça va aider. Donc, la notion d'aide est quand même une notion qui est religieuse, on pourrait dire, ou morale dans un sens, et que c'est vu dans l'ego comme quelque chose qui doit être valorisé, alors que dans certains milieux, une personne généreuse peut être perçue comme une personne faible. Et parce que les gens vont dire, il faut qu'il y ait un échange. Moi, personnellement, j'aime mieux regarder ma vie comme un être qui n'aide pas volontairement. Parce que aider volontairement, c'est comme rentrer dans l'illusion que j'ai le contrôle de l'aide que j'apporte. Si ça aide ce que je suis ou ce que je fais, je suis libre de l'intention, donc je suis libre du contrôle. Il y a une domination dans le fait d'aider. Et si l'être se place dans l'impression d'aider, il va donner une valeur à l'aide qu'il donne, et puis il va éventuellement faire une réquisition, il va vivre des attentes, il va rechercher à avoir une appréciation sur l'aide qu'il donne. C'est très délicat ce point-là. Quand je vous dis, moi, personnellement, j'aime mieux voir que ce que je suis ou ce que je fais, ça aide, c'est que je veux pas tomber dans le jeu de la domination, dans le jeu de l'attente, dans le jeu d'un certain contrôle sur le rapport que j'ai avec les gens. J'ai déjà eu dans mes rapports avec mon fils l'impression d'avoir une grande valeur dans sa vie. Ça en a effectivement eu une, mais ça crée aussi beaucoup de pression sur l'autre en ce qui a trait à l'impression d'une dette envers son père ou envers sa famille. Ce qui fait que si tu regardes pas ça comme une obligation que tu
tu regardes ça simplement sur le fait que ça t'a fait énormément plaisir de participer à l'expérience parentale du père-fils, ben là, à ce moment-là, les deux personnes sont libres, il n'y a pas d'attente et automatiquement, chacun dispose de sa vie avec un maximum de liberté et d'autorité personnelle. Mais se créer des redevances sur le phénomène de l'aide, c'est très délicat. Il faut que les gens assument le fait qu'il y a des gains et des pertes au niveau de l'impression, puis que c'est strictement une impression. On peut avoir l'impression de gagner une reconnaissance dans l'aide, comme on peut avoir l'impression de perdre une certaine intensité ou une certaine appréciation, parce que souvent les gens qu'on aide, ils vont avoir tendance, s'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes, ils vont tendance à rechercher à ce que vous ayez l'impression normale d'aider. C'est comme s'ils veulent dégrader le rapport d'aide qu'ils ont avec vous pour pas se sentir justement dominés. Fait que c'est des expériences qui deviennent extrêmement subtiles parce que vouloir aider, celui qui aide, il va prendre ce que vous lui donnez. Puis en même temps qu'il est aidé, il se sent dominé, donc il va chercher à diminuer l'importance que vous donnez à l'aide. Et puis là, vous vivez de la déception. Ça, c'est le propre des gens qui sont karmiquement liés au phénomène de l'aide. Et alors que la personne qui aide parce qu'elle se libère de quelque chose, elle se libère d'une impression qu'elle a d'elle-même, ben, le receveur, lui, il en bénéficie, ça va de soi, mais il se sent pas attaché. Les deux parties ne se sentent pas attachés l'un à l'autre. Ils sont simplement dans une capacité d'apprécier ce qu'ils peuvent s'apporter ou se donner un mutuellement. En finale, est-ce qu'on peut aider les autres? Ben, écoutez, le seul fait de venir au monde, vous aidez quelqu'un. Savez-vous pourquoi? Parce que le seul fait de venir au monde, vous allez défaire la programmation de votre famille. Tout enfant vient au monde pour aller plus loin que son père ou sa mère, ou les deux. Donc, vous aidez inévitablement un des parents, votre père, votre mère, ou peut-être même les deux. Pourquoi? Parce que en défaisant la chaîne karmique ou les liens ou les restrictions, les limitations que ces deux êtres-là ont eu dans la vie, les enfants ont un rôle qui devient bien occulte, si vous voulez, et pas toujours apparent, puis c'est pas nécessairement monétairement payant, mais ça donne dans le mouvement de l'occulte, dans le mouvement des réincarnations, ça donne un dégagement des liens qu'on a avec certains êtres. On aide pourquoi, si on le regarde d'un point de vue psychique? On aide les gens pour se libérer d'une charge karmique. On se libère pour soi d'une charge karmique, puis on se libère d'une façon d'être, puis d'une façon de penser. Est-ce qu'on a besoin de vouloir aider? Moi, je pense que non. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vouloir aider, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de ce que vous êtes et de ce que vous faites qui peut aider. Dans certains cas, ça peut nuire, mais quand ça nuit, ça crée une résistance pour permettre à des gens de faire des prises de conscience. Donc, même quand vous êtes détestable, vous pouvez encore aider. Il s'agit de savoir lire la conséquence du mal. Il s'agit de savoir comprendre pourquoi le mal existe. Et si vous êtes un être qui fait le mal ou qui est mal pour les autres, faites une étude de de quel type d'avantage que les gens vont bénéficier après qu'ils vont avoir traversé avec l'obstacle que vous leur créez. Vous allez vous rendre compte souvent que pour développer de la volonté, il faut avoir de l'obstacle, il faut avoir des résistances. Il y a des gens qui sont vraiment détestables. C'est pas parce qu'ils veulent être détestables, c'est que ce qu'ils sont ou ce qu'ils font vivre est réellement désagréable, mais ça crée une résistance qui peut être avec le temps, très avantageuse pour l'évolution des deux parties. En tout cas, je vous laisse là-dessus, puis j'espère que ça vous a aidé. Salut!